Salut mes petits mogwai, c'est le Gremlins. Et aujourd'hui, on va parler d'art. Parce que déjà, c'est le sujet principal de ma chaîne, et compte tenu des événements récents, c'est un bon moyen pour moi de vous en apprendre plus sur l'histoire architecturale de Notre-Dame, tout en débunkant des trucs qui sont pas forcément vrais. Le premier truc que j'ai vu passer, c'est des gens qui disaient que les fameuses rosaces auraient éclaté pendant l'incendie. Alors il est temps de mettre un terme à ce gros fake. C'est faux, c'est totalement faux. Mais c'est une bonne chose dans un sens parce que ça a été le point de départ de ma vidéo. Je me suis dit, le plus simple pour vérifier l'information, c'est d'aller sur place et de récupérer des images. Mais mon but, c'était pas de récupérer le même type d'image que ce que vous avez vu passer à la télé, que ma mamie voit passer probablement en boucle et en boucle, à tel point que ça lui simule l'idée que Notre-Dame est toujours en train de brûler au moment où tu regardes cette vidéo. Donc je me suis dit, en plus de rassurer ma mamie, ça peut être super intéressant que de vous montrer ce que les médias ne montrent pas. D'essayer de vous montrer un point de vue différent. Pas seulement vous montrer l'historique des dégâts, mais vous montrer ce qu'il y a aussi autour, vous montrer en fait comment les gens perçoivent la chose, quelles questions ils se posent, montrer que les gens sont curieux mais que d'un autre côté la vie continue, que ça continue de marcher, ça continue de grouiller tout autour, à tel point que ça crée des embouteillages improbables parce que entre les curieux qui viennent faire des photos et les reporters de toute la planète, il n'y a quasiment plus aucune parcelle de libre autour de Notre-Dame. Être sur place, c'était également l'occasion pour moi d'avoir une espèce de FAQ en temps réel. Je pouvais entendre les conversations des gens autour de moi, et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, et qui m'ont fait un petit peu bondir parce qu'elles sont totalement fausses. Le truc qui revient le plus souvent, c'est le premier incendie de Notre-Dame en plus de 800 ans. Eh ben c'est clairement pas le premier. En 1871, il y a eu ce qu'on appelle la Commune, c'est une sorte de révolution pendant laquelle il y a eu pas mal d'émeutes. Et parmi toutes ces émeutes, il y a eu un moment où un feu s'est déclenché à l'intérieur de Notre-Dame. C'était beaucoup plus léger et l'intervention était beaucoup plus rapide, mais ce n'était peut-être pas le seul. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Un autre truc revenait assez souvent, c'est la phrase « Ce qui a été détruit par les flammes, c'est les derniers éléments d'origine de Notre-Dame ». Et alors là, c'est une des plus grosses conneries que vous pouvez dire. Parce qu'on va faire l'historique de ce qui a été détruit, de ce qui a été endommagé, de ce qui a été sauvé. Et vous allez voir que c'est clairement pas la première fois que Notre-Dame a été rénovée. Au moment où je vous parle, je rappelle qu'on est le 18/4 et qu'il est 9h24. Il y a eu des objets, des œuvres d'art, plusieurs reliques. Et le plus impressionnant a été de voir tomber la grande flèche de 93 mètres de haut. Et bah faut savoir que cette grande flèche, c'était clairement pas la première de Notre-Dame. Avant celle-là, il y en avait une autre qui a été construite vers 1250. Et c'est entre 1786 et 1792 qu'elle a été démontée et remplacée par celle qu'on a vue tomber. Et alors là, probablement que tu te dis, mais qui est à l'origine de ça ? Et bah cette personne, c'est Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Né en 1814, mort en 1879, c'était un architecte français spécialisé dans la restauration de constructions médiévales, édifices religieux et châteaux. En gros, c'était le tueur des tueurs de l'époque, et lui, sa spécialité, c'était vraiment l'architecture gothique. L'architecture gothique, c'est un petit peu l'aspect visuel de la cathédrale. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ça mériterait une vidéo à part entière. Il y a beaucoup de trucs à dire et je risque de perdre ton attention, ce serait dommage. Mais vous me direz si ça vous chauffe, et moi, ce sera avec plaisir que je vous fais une vidéo là-dessus. Donc pour en revenir aux travaux de restauration de la cathédrale, concernant la flèche, Manu, ce qu'il décide de faire, c'est de mettre en place une seconde flèche dont la structure serait basée non pas sur la charpente classique, mais sur une base octogonale prenant appui sur les 4 piliers du transept. En gros, il fait une construction Fortnite boostée, histoire que ça tienne propre. Et en gros, en 1860, il appelle le charpentier Bellu et il lui fait « Ouais gros, y a moyen que tu bases le modèle de la flèche sur celle qu'on avait imaginée à Orléans en 1852 ?» Et c'est comme ça qu'ont été lancés les premiers travaux de la flèche, qui avaient pour but de soulager la charpente principale que l'on appelle la forêt. Cette charpente, qui elle aussi fait partie de l'historique qui a été détruit, tient son nom en fait du grand nombre de poutres qu'il a fallu utiliser pour la mettre en place. Chaque poutre venait d'un arbre différent. Ce qui était pas ouf, mais bon, l'écologie, à l'époque, s'en battait un peu les couilles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, la charpente n'était pas totalement d'origine. Dans le cœur de l'église, il a existé une première charpente avec des bois qui étaient abattus, qui dataient de quelque part entre 1160 et 1170. Les experts ont d'ailleurs estimé que certaines poutres avaient entre 300 et 400 ans, ce qui veut dire que la première bâtisse de charpente, elle est plus vers le 8e ou 9e siècle. Après oui, il y a des éléments de bois de cette charpente qui ont été réutilisés dans la seconde de 1220, mais à ton avis, pourquoi ? Et ben en fait les raisons sont multiples. À l'époque il y avait besoin d'un rehaussement de murs, d'agrandissement de fenêtres, mais certains n'éloignent pas l'hypothèse qu'un incendie qui daterait d'avant la commune de 1871 ait eu lieu et que du coup c'est la principale raison pour laquelle ils auraient bâti une seconde charpente.
Alors si on en revient au présent, la bonne nouvelle c'est que certains éléments ont seulement été endommagés. Et mieux encore, d'autres ont été sauvés. Dans ce qui a été juste endommagé, mais on n'est pas encore capable d'évaluer à quel point c'est rattrapable, il y a eu notamment le maître-autel, quelques vitraux qui ont été noircis et le grand orgue, qui lui aussi n'est clairement pas d'origine. Il a été construit en 1733, puis reconstruit 2 fois entre 1733 et 1868, et il a fini par être restauré en 1960, avec des petites améliorations. Ce qui nous amène maintenant à l'historique de ce qui a été sauvé. Et là, pour le coup, les pompiers ont fait un travail exceptionnel parce qu'ils ont réussi à préserver pas mal de trucs. La structure de la cathédrale a été sauvée, plusieurs reliques ont été sauvées, comme la Sainte Couronne, le clou de la Passion du Christ, un morceau de la croix et la tunique de Saint-Louis. Pas moins de 13 tableaux ont été sauvés, plusieurs statues de la Flèche ont été sauvées aussi, et le bourdon a échappé aux flammes. Mais si, le bourdon, tu l'as déjà vu dans le bossu de Notre-Dame. C'est la 2e plus grosse cloche de France, parce qu'elle pèse pas moins de 13 tonnes. Et d'ailleurs, petite anecdote, elle a un prénom cette cloche. Elle s'appelle Emmanuel. Et la dernière chose qui a été sauvée, c'est les rosaces dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces rosaces qui ont déjà eu des interventions successives, et il y a eu tellement de modifications qu'on n'est pas capable de retrouver le dessin original voulu par le concepteur. Et je vous laisse deviner quelle était la cause de toutes ces interventions. Et oui, encore un incendie, celui de l'archevêché lors de la Révolution de 1830. À l'époque, ça a vraiment beaucoup flingué la rosace, et ça a nécessité une nouvelle construction en fait. Tout ça pour dire que ce n'est pas sa première fois, ce n'était pas des éléments d'origine, et ce n'était certainement pas son premier incendie. Aux dernières nouvelles, les pompiers auraient déclaré que le départ des flammes provenait des combles de la cathédrale, sur les échafaudages qui étaient installés pour le projet de rénovation de Notre-Dame, et que par la suite elles se sont propagées très rapidement pour recouvrir l'ensemble du toit. Il y a aussi l'ancien ingénieur-chef de Notre-Dame qui a fait une déclaration pour expliquer qu'il est très difficile de démarrer un feu sur un chêne vieux de 800 ans, parce que ça revient à un mur en fait, et que tout avait été remis aux normes en 2010. Il y a eu une refonte de l'installation électrique, donc pas possibilité de court-circuit, une remise à plat des normes contemporaines de toute la détection et protection incendie de la cathédrale avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration qui permettent de détecter un départ de feu, et un système sécurité de 2 hommes qui étaient là en permanence jour et nuit pour aller voir s'il y avait une alerte. Du coup, il est face à une certaine incompréhension, mais il maintient que tout est possible, comme notamment une défaillance du mécanisme d'alerte par exemple. D'ailleurs, les pompiers ont communiqué qu'une première alerte incendie a été déclenchée lundi aux alentours de 18h20, mais qu'à ce moment-là, aucun départ de feu n'avait été constaté par la patrouille, mais que ce n'était qu'avec la deuxième alerte déclenchée à 18h45 que le feu a été constaté au niveau de la charpente. Entre temps, ce qui s'est passé, c'est que la zone a été évacuée, la trentaine de témoins qui étaient présents ont été entendus par les enquêteurs, et que le patron d'Europe Échafaudage assure qu'aucun salarié n'était présent sur l'édifice au moment du départ de l'incendie. Maintenant, c'est quoi l'avenir ? Là en ce moment, les experts de la police scientifique ils sont en train de faire des prélèvements, ils constatent les lieux du sinistre, ils essaient de reconstituer tout ça en labo, histoire de pouvoir déterminer d'où vient l'origine du feu. Mais en plus de l'origine du feu, ils vont pouvoir savoir quel a été son mode de développement. Donc c'est tout un travail d'analyse chimique sur les débris pour savoir si par exemple il y a eu de l'essence ou des produits inflammables, ce genre de trucs. Et ils ont également la capacité de pouvoir expertiser s'il y a eu un défaut du matériel électrique. De toute façon, je pense que je t'apprends pas grand chose, c'est comme un épisode des experts. Ils vont essayer de modéliser l'incendie et reproduire les comportements du feu pour comprendre comment est-ce qu'il s'est propagé dans Notre-Dame. Et une fois qu'ils auront eu plus d'éléments, ils pourront les mettre en lien avec les témoignages qu'ils ont récupérés précédemment. Mais le bon côté dans tout ça, c'est qu'il faut savoir qu'on dispose de modélisation 3D et de plans d'architecture qui sont assez vieux pour pouvoir refaire une copie si on le désire. Mais du coup, c'est là que la question se pose. Est-ce qu'on devrait refaire une copie de la manière la plus fidèle possible en partant du coup à la recherche des fameux chênes traditionnels qui sont probablement en voie d'extinction si ce n'est pas déjà trop tard? Ou à l'inverse, partir sur une construction un peu plus moderne, plus dans l'air du temps, avec le savoir-faire et les matériaux dont on a à disposition? Pour ceux qui auraient des doutes sur la faisabilité d'une Notre-Dame plus moderne, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo que j'avais faite à l'époque sur une cathédrale de Nantes qui avait totalement été refaite avec des chimères de l'époque, genre des gremlins, des aliens, des trucs comme ça, des éléments de pop culture. Ça pourrait vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire. Personnellement, je pense que ce serait plus raisonnable en termes de matériaux, et puis ce serait un bon moyen de symboliser un nouveau départ. De la même manière qu'ils avaient agrandi la flèche à l'époque pour la rénovation. En tout cas, le domaine des possibles et de la création s'ouvre fortement, parce que je crois qu'on a atteint pas loin de 1 milliard d'euros en collecte de dons pour la reconstruction. Ce qui me fait penser aussi si vous voulez faire des dons, faites bien gaffe à la structure, parce qu'en ce moment, beaucoup d'escrocs profitent de cet événement pour faire des cagnottes indépendantes qui sont ni plus ni moins que des escroqueries. Donc gare au charron. Autre chose, ne prenez pas la peine de m'envoyer par MP un historique des pires tweets qui sont passés récemment parce que je les ai vus. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé dans cette vidéo, c'est parce que je fais le choix justement de les ignorer. Et je pense que c'est le plus important à faire en ce moment. N'accordez pas d'importance à tout ce qui est appel à la haine, à tout ce qui est complotisme. Il n'y a pas de lien à faire. Ce sont deux événements différents. S'il y a tant de tristesse et tant d'émotions qui sont suscitées par la destruction de Notre-Dame, c'est pas pour une question de religion, c'est pour une question
d'histoire. Il faut surtout pas que ce genre d'événement vous divise. Au contraire, ça devrait être l'occasion de prendre conscience que chaque monument, chaque morceau d'histoire, peu importe son origine, peu importe ses croyances, ses religions, peu importe ce qui l'entoure, mérite tout le respect du monde. Alors que chacun fasse comme il lui plaît. Si certains ont besoin de faire leur deuil, qu'ils fassent leur deuil. Si d'autres n'en ont absolument rien à foutre, qu'ils passent outre. Y a aucun souci, mais faites-le toujours dans le respect. Toujours dans le respect de l'autre. Ce 15 avril, comme n'importe quel autre événement d'altération, de dégradation de monuments ou de morceaux d'histoire, doit à l'avenir vous rassembler. Et j'espère sincèrement que les images que j'ai prises, les images que j'ai décidé de vous montrer, vous auront fait comprendre que peu importe l'événement, peu importe ce qui arrivera, la vie continue. Et au final, tant qu'on restera soudés, tant qu'on travaillera ensemble, tant qu'il y aura du respect, tout ira bien.